Avez-vous déjà eu l'impression que même si vous faisiez tout correctement, vous étiez toujours traité comme si vous n'apparteniez pas à ce groupe? Comme si, peu importe à quelle hauteur vous grimpez, quelqu'un là-haut tenait à vous rappeler que vous n'êtes pas encore l'un d'eux. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas seulement un coup de gueule, c'est un avertissement. C'est le genre d'expérience qui vous emporte, mais qui révèle également la force silencieuse qui naît d'une confrontation, et calme et ferme. Et avant de commencer, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Beaucoup de gens regardent les vidéos ici sur la chaîne et ne se sont pas encore abonnés. Si vous appréciez le contenu qui confronte les réalités difficiles et inspire un réel changement, abonnez-vous maintenant. Ne le laissez pas pour plus tard. Cette histoire vous touchera profondément et pourrait bien être exactement ce dont vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car ce que cet homme a fait sans dire un mot a tout changé. Marco Bernard, 41 ans, né à Lyon, était un homme qui portait dans ses yeux un mélange rare de sérénité et de stratégie. PDG d'une start-up FinTech qui était passée de 3 à près de 200 employés en seulement 3 ans, il était constamment en déplacement entre réunions, pitch et vols internationaux. C'était un mercredi nuageux de mai 2019, lorsqu'il embarqua sur un vol de Nice à destination de Paris, où il devait assister à la conférence internationale de l'innovation. À bord de la première classe, sa serviette en cuir sombre reposait à côté de lui, ainsi que le manteau qu'il portait rarement, mais qu'il avait toujours sur lui. Il avait une routine méticuleuse, depuis le type de thé qu'il commandait jusqu'aux plats spécifiques qu'il réservait plusieurs jours à l'avance auprès du service en vol. Il ne l'a pas fait par luxe, mais par respect pour lui-même. Il savait combien il avait à prouver pour être là où il était. Ce matin-là, il s'est réveillé à 5h45, l'esprit clair mais le cœur battant la chamade. J'avais un discours à prononcer, le genre de discours qui change le cours des choses dans les entreprises. J'étais concentré. Il savait que le public à Paris serait composé d'investisseurs de poids et de dirigeants mondiaux. Et sa présence en tant que seul PDG noir du panel était plus qu'un accomplissement. C'était une affirmation. Il est passé par le terminal VIP, a vérifié ses emails, a échangé 3 messages avec sa femme et est monté à bord de l'avion avec la même confiance que toujours. Mais quelque chose a commencé à le déranger dès qu'il a mis les pieds dans la cabine. Les regards discrets, ce faux sourire d'une hôtesse de l'air qui le traitait comme s'il n'était pas au bon endroit. Il déglutit difficilement mais prit une profonde inspiration. J'étais habitué à ce genre de choses, ou du moins je pensais l'être. Marco a toujours eu un 6e sens aiguisé pour détecter les micro-agressions. Ce n'était pas quelque chose qu'il recherchait, mais quelque chose qui devenait évident dans des gestes qui venaient sans intention déclarée. Et c'est exactement ce qu'il a ressenti lorsque, 30 minutes après le décollage, les agents de bord ont commencé à servir le dîner. Il observait du coin de l'œil la séquence ordonnée dans laquelle chaque passager autour de lui recevait son plateau. Steak sauce moutarde de Dijon, légumes vapeur, vin blanc soigneusement sélectionné. Lorsque la charrette s'arrêta, à côté de lui, l'un des serviteurs, un homme aux cheveux clairsemés et à l'expression apathique, dit simplement « Ah, monsieur, malheureusement, votre repas n'est plus disponible. » Il a dit cela comme s'il commentait la météo, sans poids, sans culpabilité, sans même regarder Marco dans les yeux. Pendant une seconde, Marco pensa qu'il avait mal compris. Il a vérifié mentalement l'email de confirmation qu'il avait reçu de la compagnie aérienne quelques jours plus tôt. J'avais passé là une commande à l'avance, comme toujours. Mais quand il a posé la question calmement, l'hôtesse de l'air a simplement haussé les épaules et est passée au passager suivant. Marco remarqua alors quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Tous les hommes présents, blancs, portant des cravates, recevaient leur repas sans aucun problème. Certains ont même vu leur demande spécifique satisfaite. Il était le seul à ne pas en avoir besoin. Et dans cette cabine de luxe, il était aussi la seule personne noire. Le silence de ce moment était aussi fort que le tonnerre. Marco n'a pas crié, il n'a pas protesté. Mais à l'intérieur de lui,
quelque chose s'est allumé comme une allumette craquée dans une pièce sombre. Il se tenait là, immobile, les mains jointes sur ses genoux et les yeux fixés sur le plateau vide. Ce n'était pas une question de nourriture. Cela n'a jamais été le cas. Il s'agissait de ce que cela symbolisait. La façon dont le commissaire a détourné le regard. La façon dont personne autour de nous ne semblait le remarquer, ou peut-être faisait-il semblant de ne pas le remarquer. Marco ne voulait pas attirer l'attention. Il n'a jamais voulu être le centre d'une scène à cause de quelque chose comme ça. Mais là, au siège numéro 2A, il fut envahi par un sentiment de fatigue ancestrale. Pas physique, mais émotionnel. Un type d'épuisement que seuls ceux qui vivent à plusieurs reprises la même humiliation déguisée en négligence peuvent identifier. C'était comme si on me rappelait une fois de plus que vous êtes dans la pièce, mais que tout le monde ne pense pas que vous devriez y être. Et c'est dans cet état d'introspection intense qu'il a pris la décision de ne pas réagir de la manière attendue. Aucune voix élevée, aucune indignation visible. Il a sorti son téléphone portable, a activé la caméra discrète et a commencé à enregistrer. Tout d'abord, l'horloge de bord avec l'heure exacte. Ensuite, l'hôtesse de l'air s'est occupée des autres passagers avec une efficacité chirurgicale. Les plateaux remplis, les vins importés, les sourires distribués. Il a ensuite filmé son propre bureau, vide, avec juste une bouteille d'eau oubliée à côté. Il n'y avait aucune colère sur son visage. Il y avait quelque chose de plus percutant, une sérénité tranchante, comme quelqu'un qui comprenait déjà tout sans avoir besoin d'explications. Il savait que cette vidéo n'était pas seulement un enregistrement personnel, mais la preuve vivante d'une vieille blessure que la société s'obstine à cacher sous la nappe blanche de la première classe. Alors qu'il enregistrait chaque détail avec le calme de quelqu'un qui a appris à transformer la douleur en données, Marco se souvenait d'une conversation avec son père, il y a des années. Il avait environ 15 ans, peut-être 16 ans, lorsqu'il a demandé au vieux Bernard pourquoi il ne répondait jamais lorsqu'il était victime d'intimidation dans les rues du quartier. Le père, avec le regard lourd de celui qui a résisté, pendant des décennies, répondit « Parfois, mon fils, le silence est plus difficile à avaler pour ceux qui font des erreurs. » Dans ce vol, Marco a finalement compris ce que ces mots signifiaient. Son silence était une accusation. Un qui n'avait pas besoin de jurons, qui n'avait pas besoin d'un doigt dans le visage. Il suffisait d'une présence, la présence de quelqu'un qui refusait d'être effacé. Alors que l'avion commençait à descendre, Paris apparut à travers le hublot comme une scène sur le point d'accueillir un spectacle. Mais pour Marco, cette ville si associée à l'élégance et à l'art avait désormais un poids différent. Il descendit de l'avion d'un pas ferme, même si à l'intérieur, il sentait encore son estomac se retourner, non pas à cause de la faim, mais à cause d'une indignation refoulée. Dans le hall, il a ignoré le chauffeur qui l'attendait avec une pancarte à son nom et s'est dirigé directement vers le comptoir de la compagnie aérienne. Il a demandé à parler à un responsable. Il n'a pas crié, il n'a pas fait d'histoire. Il a montré la vidéo, décrit les costumes, indiqué les noms des agents de bord, montré le numéro de réservation, l'email avec la commande confirmée. L'agent essayait de rester neutre, mais l'expression de son visage trahissait un malaise croissant. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un démontrait que même le luxe le plus raffiné peut cacher de vilains défauts. Après la plainte formelle, Marco n'a pas attendu de réponse immédiate. Il savait comment fonctionnaient ces machines d'entreprise, lentes, bureaucratiques et souvent enclines à protéger leur propre image avant d'admettre leurs erreurs. Mais ce qu'il a fait ensuite était encore plus stratégique. Il a transmis la vidéo avec un texte clair et direct à la direction mondiale de la compagnie aérienne. Il n'y avait aucune rancœur dans les mots, mais il n'y avait pas non plus de douceur. Il a déclaré, entre autres, que le problème n'était pas la nourriture, mais la culture. Et tant qu'un passager noir, même en payant le même prix, était traité comme un intrus, quelque chose n'allait pas du tout. Il a signé l'email comme il le faisait toujours. Marco Bernard, PDG d'Invictus FinTech.
Il est intéressant de noter qu'il n'a fallu que 12 heures pour qu'une réponse apparaisse, et elle ne venait pas de n'importe quel employé, mais du vice-président des opérations en Europe lui-même. Le courriel était cordial, mais visiblement tendu. L'entreprise a déclaré qu'elle évaluait ses procédures, mais n'a pas présenté d'excuses directes. Pour Marco, cela en disait long. Il a compris là qu'il ne suffisait pas de montrer, il fallait exercer une pression constante. Et puis, avec la même position qu'il avait adoptée lors des négociations à $1 million, il a décidé de publier un texte sur son profil professionnel sur LinkedIn. C'était direct, sans appel au sensationnalisme. Il a décrit les faits avec précision, a exposé le schéma répété de négligence déguisée en erreur humaine, et a conclu en disant « Le respect ne devrait pas être facultatif lorsque le billet est cher, ou lorsqu'il ne l'est pas. » En quelques heures, le message a commencé à se propager. Commentaires de dirigeants, d'entrepreneurs, d'étudiants, de gens ordinaires. De nombreux Noirs, comme lui, partagent des expériences similaires. Mais ce qui a le plus retenu l'attention, ce sont les commentaires des Blancs. Je n'avais jamais remarqué ça. Merci de me l'avoir signalé. Marco ne cherchait pas des likes, et encore moins des applaudissements. Chaque like sur ce post était, pour lui, comme un écho venant d'autres couloirs silencieux où les injustices passaient inaperçues. En moins de 2 jours, la publication a dépassé les 100 000 vues, et c'est à ce moment-là que les messages directs ont commencé à arriver. Certains provenaient d'autres cadres noirs qui partageaient des histoires si similaires qu'elles semblaient avoir été copiées et collées. D'autres provenaient de personnes qui travaillaient ou avaient travaillé dans cette même compagnie aérienne, révélant des schémas internes, de mauvaises blagues entre agents de bord, des horaires établis avec favoritisme et, plus important encore, une formation sur la diversité qui n'était rien de plus qu'un PowerPoint mal présenté en 40 minutes. Cela a perturbé Marco. Il s'est rendu compte que son silence documenté avait involontairement donné la parole à de nombreuses personnes. Mais en même temps, les attaques ont eu lieu. Certains commentaires disaient qu'il faisait une montagne d'une taupinière. D'autres suggéraient qu'il cherchait à attirer l'attention ou qu'il essayait de gagner du capital social à partir d'un échec opérationnel courant. Marco a lu chacun d'eux mais n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a enregistré les plus offensants dans un dossier avec une date et un nom. J'avais déjà appris, dans les coulisses du monde des affaires, que parfois le bruit vient de ceux qui se sentent le plus menacés par ceux qui s'imposent en silence. L'un des commentaires l'a cependant touché de manière inattendue. Il venait d'un jeune Français nommé Jérémy, 19 ans, qui a déclaré qu'il regardait tout depuis un hôpital, en convalescence après un accident, et que l'histoire lui avait fait repenser ce que signifie occuper des espaces avec dignité. Merci, Monsieur Bernard. Aujourd'hui, j'ai compris une chose que mon école n'a jamais enseignée. Le message de Jérémy n'a pas arrêté de résonner dans la tête de Marco toute la matinée. Assis dans sa chambre d'hôtel Sofitel, avec la lumière filtrant à travers les rideaux gris et le café refroidissant sur la table, il relut le commentaire. À ce moment-là, il a compris que ce qu'il avait vécu n'était pas seulement le sien. Cela faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Cette exclusion déguisée en erreur, cette négligence aussi subtile que cruelle, était comme un virus qui se transmettait de génération en génération, s'adaptant aux structures, aux positions, aux institutions. Marco s'est levé, a regardé son reflet dans le miroir et n'a pas seulement vu un homme fatigué de se battre, il a vu un homme qui n'accepterait plus cela en silence, même si sa façon de réagir était sans un seul cri. Pour la première fois, il a considéré que sa mission était peut-être précisément celle-là. Montrer que la protestation peut aussi se produire avec calme, intelligence et la manière exacte dont une histoire est racontée. Tard dans l'après-midi, alors qu'il se promenait dans les rues du 8e arrondissement, au milieu des vitrines des marques de luxe et des touristes pressés, Marco remarqua quelque chose de curieux. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti ce besoin constant de prouver que je méritais d'être là. Il se sentait comblé,
comme si chaque pas à Paris était aussi une affirmation silencieuse de résistance. Alors qu'il passait devant un café au coin de la rue du Faubourg Saint-Honoré, il entendit deux hommes parler à voix basse de ce PDG qui avait fait un post courageux sur LinkedIn. Il ne savait pas qu'il était à quelques mètres seulement. Marco sourit simplement et continua de marcher. La ville était toujours la même, avec ses lumières, ses exagérations et son élégante indifférence. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose avait changé, et ce changement était irréversible. 2 jours plus tard, Marco a reçu un appel inattendu. Il s'agissait du directeur de la diversité et de l'inclusion de la compagnie aérienne, une personne dont il ignorait jusqu'alors l'existence. La voix à l'autre bout du fil était formelle, mais portait un ton d'urgence presque nerveuse. Elle l'a remercié pour le rapport, a déclaré qu'ils étaient en train de procéder à un examen interne et que la présidence souhaitait l'inviter à une réunion confidentielle avec l'équipe de direction. Marco hésita quelques secondes avant de répondre. Il ne voulait pas de tape dans le dos. Je ne voulais pas de dîner gratuit ni de miles de récompense. Il voulait du changement et je voulais regarder dans les yeux les gens qui avaient le pouvoir de le promouvoir. Il a accepté l'invitation, mais à une condition, que la rencontre ne soit pas seulement destinée à écouter, mais à proposer des actions concrètes. Et là, dans cette pièce, il y avait aussi quelqu'un de l'équipage impliqué dans l'incident. Silence de l'autre côté. Après quelques secondes, elle répondit « Je vais voir ce que je peux faire ». La réunion était prévue le samedi suivant, dans une salle vitrée au 16e étage du siège de l'entreprise à La Défense. Marco est arrivé à l'heure, vêtu d'un costume gris anthracite, sans cravate, comme il le portait habituellement lors des réunions décisives. La table était longue, froide, avec 12 personnes au visage tendu, principalement des hommes presque tout blancs. Il y avait une femme assise à gauche, les mains jointes sur un presse-papier. Quand il est entré, personne n'a rien dit. Seul le président s'est levé et l'a salué d'une poignée de main ferme mais retenue. Durant les premières minutes, ils ont présenté des rapports, des données, des protocoles. Marco écoutait attentivement, mais ses yeux étaient fixés sur le bout de la table, où l'une des hôtesses de l'air, celle-là même qu'il avait ignorée, était assise, visiblement mal à l'aise. Le nom sur l'insigne était R. Vasseur. C'était lui. Le même regard vide, mais maintenant avec une ombre d'embarras sur son visage. Marco a demandé à parler après 20 minutes de présentation de l'entreprise. Il se leva calmement, ouvrit sa serviette en cuir et en sortit 3 feuilles imprimées. Il s'agissait de copies de rapports d'autres passagers qui lui avaient écrit après la publication sur LinkedIn, décrivant tous des expériences similaires avec la même compagnie aérienne. Il posa les documents sur la table et dit « Ce qui m'est arrivé n'était pas une erreur isolée. C'était le reflet d'une tendance. Et si vous ne le voyez pas, vous continuerez à perdre plus que votre réputation. Vous perdrez votre crédibilité. » Un épais silence s'abattit sur la pièce. Personne n'a bougé. Leurs regards se croisèrent comme s'ils cherchaient une sorte d'autorisation de réagir. Marco a poursuivi « Je ne suis pas venu ici pour me faire excuser. Je suis venu ici pour offrir une chance de reconstruire si l'on en a le courage. » Puis il regarda directement le commissaire R. Vasseur. Les yeux de l'homme se détournèrent immédiatement. Marco prit une grande inspiration et dit, d'un ton qui ne trahissait ni colère « Je ne m'attends pas à ce que tu t'excuses. Je veux juste que tu te demandes combien de fois tu as fait la même chose sans t'en rendre compte. Car le problème n'est pas toujours la haine. Parfois, il se cache dans l'indifférence. » L'impact de ces mots était presque physique. Le commissaire déglutit difficilement. La femme au presse-papier a posé son stylo. Le président hocha légèrement la tête, comme s'il reconnaissait une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Et là, à ce moment-là, sans élever la voix, sans pointer du doigt, Marco avait tout dit. À partir de cette rencontre, quelque chose a commencé à bouger. Pas aussi rapidement que Marco l'aurait souhaité, mais avec une constance qu'il savait rare dans les environnements d'entreprise.
2 semaines plus tard, la compagnie aérienne a discrètement annoncé une révision complète de son protocole de service sur les vols d'affaires. Ils ont créé un comité indépendant pour enquêter sur les cas de discrimination et ont invité Marco à y participer en tant que consultant externe. Il a accepté à une condition, que le comité ait une autonomie complète et un accès à toutes les données internes. À la surprise générale, l'entreprise a accepté. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont commencé une formation obligatoire axée sur l'intelligence raciale et l'éthique professionnelle, élaborée avec l'aide d'experts et d'organisations indépendantes. Il ne s'agissait pas seulement d'une réponse publique, mais d'une action concrète. Pourtant, Marco n'était pas dupe. Je savais que les changements culturels ne s'obtenaient pas par une réunion ou une belle campagne. Pendant ce temps, hors des coulisses de l'entreprise, son histoire continuait de résonner. Il a été invité à participer à des panels internationaux, des entretiens et des événements sur la diversité et l'équité. Mais il a refusé la plupart d'entre eux. Je ne voulais pas devenir le symbole de quoi que ce soit. Je ne voulais pas être l'exception applaudie dans un système qui fonctionnait encore comme une machine d'exclusion silencieuse. J'ai préféré les coulisses, les reportages, les actions concrètes. Un jour, lors d'une petite conférence à Toulouse, il a dit une chose qui a marqué tous les participants. Parfois, l'acte le plus révolutionnaire est de refuser d'être traité comme invisible, non pas en criant, mais en étant présent. Les gens ont applaudi, certains avec les larmes aux yeux. Il les a simplement remerciés, est descendu de scène et est allé prendre un café seul, comme il le faisait toujours. Dans ce même café de Toulouse, alors qu'il remuait lentement le sucre au fond de sa tasse, Marco reçut un message de sa femme. C'était une photo de leur fille, Manon, habillée en astronaute, avec un petit mot collé sur ses vêtements, sur lequel était écrit « Je peux être tout ce que je veux. Je peux être tout ce que je veux. » Il sourit, les yeux remplis de larmes. Cet enfant de 7 ans, à la peau foncée et aux cheveux bouclés attachés en 2 chignons gênants, était la raison pour laquelle il ne pouvait pas se taire, même si sa façon de parler était le silence. Il mit son téléphone portable dans sa poche, prit une profonde inspiration et regarda par la fenêtre. Là, dans le reflet du verre, il vit un homme qui s'était reconstruit sans avoir à se briser. Un homme qui a appris que la dignité ne crie pas, mais s'impose avec présence. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait fait n'était pas seulement pour lui. C'était aussi pour elle, et pour tous ceux qui viendront après. Quelques jours plus tard, de retour à Lyon, Marco se promenait sur les quais du Rhône, où il avait l'habitude de courir le dimanche. Le ciel était clair, et l'air était chargé de cette fraîcheur agréable qui vous faisait tendre les mains vers vos poches. Il pensait à la façon dont tout s'était passé en une seule journée. Un plat qui n'est pas venu, un geste qui n'a pas été fait, une absence qui criait plus fort que n'importe quelle présence. Et pourtant, ce jour-là a changé le cours de toute une entreprise, a relancé les débats et a allumé des lumières dans des coins où il n'y avait que de l'ombre. Ce n'est pas un grand discours qui a tout changé. C'était la protestation silencieuse de quelqu'un qui savait exactement qui il était et qui n'accepterait pas d'être traité comme inférieur par absolument qui que ce soit. Dans une interview qu'il a accepté de donner quelques mois plus tard, le journaliste a demandé à Marco s'il aurait fait quelque chose de différent sur ce vol. Il réfléchit quelques secondes avant de répondre. Il a déclaré que pendant de nombreuses années, il pensait qu'il devait être meilleur que tout le monde pour être accepté. Mais ce jour-là, il a compris quelque chose de plus profond. Je n'ai pas besoin d'être meilleur. J'ai juste besoin d'être traité d'égal à égal. Et si cela n'arrive pas, ce n'est pas mon silence qui doit être remis en question, mais le système qui permet que ce genre de choses perdure. Le journaliste est resté silencieux quelques secondes avant de continuer l'enregistrement. Marco savait que cette réponse dérangerait certaines personnes, mais il ne se souciait plus de plaire à tout le monde. Le temps où il essayait de s'adapter à des moules qui n'étaient pas faits pour lui était révolu. Désormais, ce qui
Comptait, c'était de faire de la place pour que les autres n'aient plus besoin de se conformer à quoi que ce soit. Cette histoire est devenue une référence dans les cours de gestion de crise, dans les cours de diversité en entreprise et dans les formations internes pour les entreprises qui souhaitaient vraiment changer leur culture. Mais Marco ne s'en est jamais vanté. Il a continué à travailler, à développer son entreprise, à investir dans des projets sociaux et à encourager les jeunes noirs à entreprendre sans crainte. Son nom est devenu le symbole d'un type rare de leadership, celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, que vous n'avez pas besoin d'humilier pour enseigner. Cela n'a pas besoin d'être écrasé pour s'affirmer. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir. Mais il savait aussi que même si personne ne saurait jamais tout ce qu'il avait ressenti pendant ce vol, il avait laissé sa marque. Pas sur le siège 2A, mais dans la conscience de ceux qui ont enfin compris que l'exclusion n'a pas besoin d'être flagrante pour être réelle, et que la résistance la plus puissante est parfois celle qui se produit en silence. Ce dimanche soir, alors qu'il faisait la vaisselle après le dîner, Marco fut interrompu par sa fille, qui accourut avec un dessin dans les mains. C'était une représentation grossière d'un avion, avec une femme et un homme dessinés à l'intérieur, et une flèche pointant vers le ciel. Dans le coin, en lettres tordues, elle a écrit « Papa m'a appris à voler sans avoir besoin d'elle ». Il le regardait comme s'il s'agissait d'un trophée invisible. Il ne s'agissait pas de victoire publique. Il s'agissait de ce qui se construit en silence, à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de l'âme. Et c'est là, les mains mouillées et le tablier toujours noué autour de la taille, qu'il a compris. Cette situation, si petite en apparence, était le déclencheur de quelque chose de bien plus grand. Un mouvement qu'il n'a pas lancé seul, mais qu'il a contribué à allumer avec courage et stratégie. Avant d'aller dormir, il a sorti son téléphone portable et est revenu sur la vidéo qu'il avait enregistrée pendant ce vol. Il l'a regardée à nouveau, mais cette fois, il ne s'est senti ni en colère ni angoissé. Je me sentais ferme, fierté, paix. Enregistrer le fichier dans un dossier nommé Dignity. Je savais que je n'aurais peut-être plus jamais besoin de l'utiliser. Ou peut-être que oui. Mais l'important est que, ce jour-là, il n'est pas resté silencieux, même sans élever la voix. Il s'est allongé à côté de sa femme, qui a lentement passé sa main sur son visage et a murmuré « Tu as changé plus que tu ne le penses ». Et là, entouré par le silence de la nuit et la chaleur de ceux qui le connaissaient vraiment, Marco s'endormit avec une certitude. Parfois, le combat le plus puissant est celui que personne ne voit se produire, mais qui change tout au bon moment. Les mois ont passé et la compagnie aérienne a lancé une nouvelle campagne institutionnelle avec le slogan « Le respect n'est pas un luxe, c'est un droit ». Dans les coulisses, beaucoup savaient que cette phrase avait été inventée après l'épisode avec Marco, mais il n'a jamais demandé de crédit. Il n'y avait pas besoin. La plus grande victoire n'était pas d'être dans les publicités, mais de savoir qu'à cause d'un geste silencieux, d'autres personnes vivraient désormais des expériences différentes. Que de nouveaux Marcos, de nouvelles Manon, de nouvelles histoires pourraient se dérouler sans le même poids, que l'inconfort autrefois invisible était désormais discuté dans les salles qui comptent. Et cela, pour lui, était plus que suffisant. Parfois, la justice ne vient pas avec des feux d'artifice. Cela s'accompagne d'un réel changement. Et il savait que cela se produisait. Aujourd'hui, quand on demande à Marco comment s'est passée cette journée, il n'entre pas dans les détails du vol, ni dans la frustration du « un plateau vide ». Il dit simplement « C'est le jour où j'ai compris que le silence peut être un cri, quand l'âme est entière ». Et c'est cette phrase qui est restée gravée dans la mémoire de ceux qui ont entendu son histoire, comme un rappel que la dignité ne peut être ni négociée, ni demandée, ni mendiée. C'est indiqué, avec posture, clairement, avec présence. La protestation silencieuse de Marco n'a pas fait la une des journaux, mais elle a servi de leçon. Un message qui résonne encore, aujourd'hui, dans des endroits où le respect est encore un privilège, et doit de toute urgence devenir la règle. Touché, n'oublie pas de liker la vidéo,
Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.